Le thème 3 en géographie cette année en troisième, c'est la France et l'Union européenne. Quelle est la place de la France et de l'Union européenne dans le monde aujourd'hui? Ainsi, après avoir vu les caractéristiques du territoire français dans un premier temps et les politiques d'aménagement dans un second temps, on va s'intéresser ici pour commencer au territoire de l'Union européenne, un nouveau territoire de référence et d'appartenance, et essayer de comprendre quelles sont les principales caractéristiques de ce territoire, de l'Union européenne donc, et quel est l'impact de l'Union européenne pour le développement des espaces régionaux français, et notamment les territoires régionaux frontaliers avec d'autres pays. Alors on va commencer notre étude par un petit peu un travail de cartographie en essayant de voir comment s'organise le territoire de l'Union européenne. Et dans un travail de cartographie, il faut toujours essayer de voir les différences dans les espaces. Donc ici, on va voir quels sont les différents espaces de l'Union européenne. Donc à l'aide de quelques documents supports, hein, de différentes cartes et de nos connaissances, on va réaliser une carte synthèse de l'Union européenne qui va montrer l'organisation spécifique de celle-ci. Donc il faut donc montrer les différences qui existent entre certaines régions de cet espace européen, c'est-à-dire localiser notamment les espaces forts ou l'espace fort, les espaces un peu plus périphériques, hein, et enfin ceux qui sont un petit peu en retard de développement. Parmi les documents supports, on va commencer par une carte qui va nous montrer les grandes métropoles de l'Union européenne, donc le poids démographique de l'Europe au niveau de la population. On s'aperçoit qu'on a donc affaire à une mégalopole au centre de l'Europe, l'Europe rhénane, entre l'Allemagne, le nord de l'Italie, l'est de la France, et une Europe beaucoup moins peuplée à l'est notamment, ou au sud de l'Europe. Une mégalopole, c'est une région de forte concentration urbaine qui concentre donc d'importantes villes dans un endroit, dans un espace assez réduit. Après la démographie, voyons maintenant l'économie et on s'aperçoit encore une fois que dans la région de la forte concentration urbaine, dans la mégalopole, c'est là où on a les revenus les plus importants, le PIB le plus important au niveau de l'Europe, donc un poids économique très important de cet espace central de l'Europe. Ce territoire de l'Union européenne, enfin, a largement évolué et s'est notamment élargi vers l'est de l'Europe, vers les territoires de l'Est, notamment après la chute du mur de Berlin, donc dans les années 90, en intégrant donc des territoires qui faisaient partie de l'ancien bloc de l'Est soviétique dans cette Europe, mais avec une économie bien plus faible. C'est pour ça qu'on a d'énormes retards ou des différences entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest encore aujourd'hui. Cette Union européenne aujourd'hui à 27 s'est construite au départ dans les années 50 avec 6 pays, et ces 6 pays aujourd'hui reçoivent notamment les principales institutions de cette Union européenne, notamment pour le cas de l'Allemagne, de la Belgique, de la France ou des Pays-Bas. Cette Europe du nord de l'Europe, cette Europe au bord du Rhin, est véritablement la région la plus forte, donc politiquement, économiquement et démographiquement. C'est ce qu'on va essayer de voir donc à travers notre carte. Il faudra déjà commencer par bâtir une légende, et pour commencer un titre, les espaces régionaux de l'Union européenne. On va s'intéresser donc aux différences dans l'espace de cette Europe. Premièrement, on va commencer par l'espace le plus fort, le cœur de l'Union européenne qui concentre la puissance. Et au niveau de cette puissance, on va la décliner. Premièrement, on va regarder un petit peu l'importance démographique de cette région centrale. Donc, en essayant d'y trouver et d'y replacer la mégalopole européenne à travers une sorte d'ovale rouge qu'on va essayer de placer, qui est une forte concentration urbaine, une région très peuplée depuis la révolution industrielle, donc depuis le 19e siècle. On essaiera aussi de localiser les grandes villes mondiales, les villes mondes qu'on avait vues en quatrième, qui rassemblent les sièges sociaux des grandes firmes multinationales, qui sont des grandes places financières, des grandes places boursières, un espace au cœur de la triade, l'un des trois régions qui dominent le monde, à savoir l'Europe, les États-Unis, l'Asie-Pacifique. Ensuite, dans ce cœur, on verra la puissance politique et économique de ce territoire, puisque dans cette région centrale de l'Europe, on va retrouver les principaux sièges des institutions de l'Union européenne, comme la Banque centrale européenne, comme le Parlement aussi, comme le Tribunal de l'Europe. On va aussi voir que dans cet espace, au cœur de l'Union européenne, on a la première route maritime mondiale, qu'on avait vu aussi en quatrième, notamment ce qu'on appelle la Northern Branch, puisque dans cet espace-là aussi, on a le premier port européen et même quasiment le premier port mondial, à travers l'exemple de Rotterdam, qui est la plus grande ZIP, zone industrielo-portuaire mondiale. Et dans cette région centrale de l'Europe, on a aussi d'importants axes de communication majeurs, l'essentiel des transports routiers, ferroviaires,
notamment avec le projet LGV, ou même des transports fluviaux. Après avoir vu l'espace cœur de l'Union européenne, on va voir un petit peu aussi les périphéries dynamiques et intégrées à l'espace moteur, hein, les régions relativement assez proches de ce cœur. Donc on essaiera par une couleur orange de localiser cet espace très peuplé quand même et très actif, rattaché à la mégalopole. Et on verra par une flèche noire aussi le sens de l'extension de la mégalopole, hein, la périurbanisation forte et les délocalisations industrielles du cœur vers ces espaces un peu plus périphériques et qui fait que on a un agrandissement des régions un peu centrales au niveau de l'Europe. Ensuite, dans un deuxième temps, on va s'intéresser aux espaces proches du cœur économique de l'Union européenne, mais moins peuplés et moins industrialisés. C'est pour ça qu'on va choisir cette couleur verte, avec un poids agricole quand même relativement important, une économie agro-industrielle très développée. On a quand même dans cet espace-là de grandes agglomérations d'importance nationale et européenne, hein, non pas mondiale pour le coup, que l'on essaiera de localiser par un point noir plus petit. Et on verra aussi que dans ces espaces proches du cœur, on a des interfaces maritimes développées et fortes, notamment ce qu'on appelle des espaces de contact au niveau de la façade atlantique ou même de la façade méditerranéenne. Enfin, troisièmement, les espaces périphériques de l'Union européenne, hein, vraiment là pour le coup un petit peu en retrait, on va par cette couleur grise essayer de localiser les marges qui sont donc en retard de développement avec ici des territoires qui ont été intégrés à l'Union européenne assez tardivement, hein, du fait d'un élargissement de l'Union européenne donc récent ici fragile après la chute du bloc soviétique dans les années 90. Et puis on a aussi des territoires qui n'ont pas forcément souhaité rentrer dans l'Union européenne, hein, qui ne sont pas des membres de l'Union européenne, comme la Suisse, on verra, et qu'on essaiera aussi de localiser en troisièmement. Donc place maintenant à la réalisation de la carte que vous retrouverez sur le blog le SAV de la salle 16 hein, pour pouvoir la reproduire. Donc pour commencer, on va remettre l'espace fort, hein, la mégalopole, hein, on le voit avec les principales villes mondes, les villes principales de l'Europe, Londres, Paris notamment, hein, que l'on va essayer de localiser. Et puis ensuite, donc on va localiser la National Range, la route maritime mondiale, les sièges des institutions européennes. Et puis, on va s'intéresser ensuite aux espaces un peu plus périphériques, en orange, voire en vert, les espaces ruraux, agricoles très forts aussi, avec la présence de villes importantes comme Madrid, Barcelone, Milan par exemple, et les interfaces très ouvertes que sont les interfaces atlantiques ou méditerranéennes. Et pour terminer, on essaiera de localiser en gris les espaces intégrés plus récemment, hein, qui sont un petit peu plus en difficulté, moins peuplés, économiquement plus faibles, et en vert les territoires qui sont en Europe mais qui ne sont pas dans l'Union européenne. Hein. Tous les territoires de l'Union européenne sont en Europe, mais tous les pays de l'Europe ne sont pas dans l'Union européenne. Voilà ce qu'il faut retenir de cette carte, en essayant aussi de remplacer les différents maires de cet espace européen. Après avoir vu les principales caractéristiques du territoire de l'Union européenne à travers cette carte, qu'on vient de faire, on va maintenant voir quel est l'impact de l'Union européenne pour le développement des espaces régionaux français et notamment des espaces frontaliers. C'est pour ça qu'en deuxièmement, on va s'intéresser à un exemple que j'ai choisi, donc l'Alsace, une région frontalière à un espace transfrontalier, parce qu'on va voir qu'aujourd'hui, c'était cette région qui était autrefois enclavée, enfermée avec la frontière. Aujourd'hui, la frontière joue un rôle d'interface et les rapports entre l'Alsace et les voisins étrangers, que sont notamment l'Allemagne ou la Suisse par exemple aussi, sont très forts. Donc quelles sont les opportunités nouvelles de développement pour ce territoire, notamment parce que ici l'Union européenne essaye d'ouvrir de plus grandes potentiels de développement pour ces territoires. Eh bien c'est ce qu'on va voir maintenant dans cette deuxième partie. Donc pour commencer, on va voir que l'Alsace est une situation géographique un petit peu originale, une frontière qui devient maintenant un avantage. Hein. Donc une région frontalière, c'est un espace qui a une frontière terrestre commune avec un ou plusieurs États étrangers. Cette frontière, pendant très longtemps, a été un enjeu très fort entre l'Allemagne et la France. Hein, L'Alsace a souvent été basculée d'un côté ou de l'autre, et pendant très longtemps, cette frontière était quasiment infranchissable, en tout cas hermétique, et donc les relations avec les voisins étaient compliquées. Aujourd'hui, c'est un espace plutôt transfrontalier, un espace où la frontière entre les deux États n'est plus une barrière, mais un espace de contact. Donc on a vraiment une région qui est en train d'évoluer, qui est en pleine mutation, et qui est très renforcée par cette ouverture vers notamment les grandes villes qui sont de l'autre côté du Rhin,
que sont par exemple Fribourg en Allemagne ou Karlsruhe, ou Bâle en Suisse. Donc on voit ici des régions qui étaient autrefois très renfermées, où la frontière était vraiment une barrière. Aujourd'hui, on a une urbanisation très forte des deux côtés de la frontière, notamment qui est ici le fleuve Lorrain, et de grandes métropoles régionales dynamiques qui se développent. Et pour le coup, l'espace ici, alsacien, s'est développé, hein. On a des secteurs d'activité très forts en Alsace, hein, notamment pour commencer, on a une agriculture très développée et très forte, hein, notamment autour de son vignoble, de la viticulture. Donc l'Alsace est véritablement ici une région française très forte au niveau économique, hein, agricole, mais aussi au niveau industriel, au niveau de sa technologie de pointe, hein, qui est notamment, on a des parcs technologiques, hein, l'Alsace Biovalais par exemple, notamment dans la pharmaceutique, et beaucoup de pays d'Europe ou du monde qui ont investi économiquement dans cet espace relativement très développé français. On a donc une région qui se trouve aussi aujourd'hui au cœur de la mégalopole européenne, hein, dans cette dorsale européenne, dans cette région la plus peuplée de l'Europe. Et on a évidemment aussi de gros potentiels de développement à travers son tourisme. C'est une des régions les plus visitées en France chaque année, hein, pour son patrimoine architectural, pour sa gastronomie, pour son art de vivre, voilà. Et puis on a aussi dans cette région un poids politique important puisque Strasbourg est aujourd'hui le siège du Parlement européen avec Bruxelles. Donc on a un poids politique qui s'est développé à travers ces dernières années au niveau de cette région transfrontalière. Donc en synthèse, on peut essayer de voir que cette région alsacienne, pardon, une région au fort potentiel, une industrie très forte, une agriculture dynamique, un secteur tertiaire développé, hein, notamment au niveau du tourisme, et un poids politique renforcé aujourd'hui avec la présence du Parlement européen à Strasbourg. Donc véritablement ici une région frontalière qui était autrefois un petit peu renfermée sur elle-même, qui s'est ouverte au niveau européen et notamment au niveau des contacts qu'elle a avec ses pays voisins que sont notamment l'Allemagne ou la Suisse. Pour devenir une région forte de l'Europe, cette région a bénéficié aussi d'aménagements, hein, qui ont favorisé la naissance d'une région qui va être au cœur de l'Union européenne, notamment avec une politique d'aménagement au niveau des transports ferrés, pour essayer de connecter l'Alsace notamment à Paris et aux grandes villes européennes par un projet de LGV, ligne à grande vitesse, qui a été réalisé. Et puis aussi, dans les transports aériens, la création d'un aéroport entre Bâle, Mulhouse et Fribourg, un aéroport, on va dire, international, qui a favorisé aussi l'accès plus rapide à cette région. Donc on a aussi des connexions de plus en plus très importantes, routières, entre les trois pays, entre la France, l'Allemagne et la Suisse, à travers cette région alsacienne. Donc beaucoup de gens qui travaillent aussi et qui franchissent la frontière chaque jour, et des projets communs entre Strasbourg et Kiel, par exemple, hein, la ville voisine de Strasbourg, dans l'aménagement de son espace. Et on a de plus en plus donc des personnes qui bénéficient d'une frontière et qui la franchissent assez fréquemment. Donc ici, les aménageurs sont l'Union européenne, l'État, hein, la France, l'Allemagne, la Suisse, les régions, l'Alsace notamment, le land de Baden aussi, par exemple. On a des villes aussi qui ont participé à ces aménagements, hein, Strasbourg, Mulhouse, Bâle, Fribourg. Donc des aménageurs multiples, hein, les différentes collectivités locales, nationales ou européennes, hein. L'Union européenne notamment à travers un fonds spécifique qu'on appelle le FEDER, le Fonds européen de développement économique régional, hein, donc FEDER. Les objectifs ici de ces aménagements, c'est de désenclaver une région qui était autrefois éloignée, hein, du pôle parisien, hein, et essayer de la connecter à de très grandes villes aussi en dehors de la région, renforcer les coopérations interrégionales transfrontalières, notamment avec les régions voisines, allemandes et suisses. Donc cette Alsace qui est maintenant au cœur de l'Europe, bon, il y a quand même quelques limites. La barrière de la langue, hein, puisque ici, entre l'Alsace, l'Allemagne et la Suisse, on a des langues parfois un petit peu différentes. Une région française qui est quand même encore dépendante d'une politique centralisatrice, donc tout est encore décidé un petit peu de Paris. Donc l'Alsace a très peu de compétences propres. Et puis les aménagements, hein, que l'on a pu faire, hein, ce sont des connexions ferroviaires, des connexions routières ou autoroutières et des projets aéroportuaires communs.
On va essayer maintenant de voir les différentes caractéristiques d'une région transfrontalière à travers la réalisation d'une carte sur l'Alsace que vous retrouverez notamment ici sur le SAV, le blog, le SAV de la salle 16. Alors, cette région alsacienne, c'est une région aux multiples visages. Vous avez l'espace de plaine au bord du Rhin qui est fortement urbanisé et très industrialisé. C'est là où on va retrouver les plus grandes villes de l'Alsace. Et puis une région un peu plus rurale, mais quand même relativement aussi intégrée à l'espace central, hein, notamment plutôt agricole et touristique, hein, qui est notamment un peu plus en arrière-pays. Et on va retrouver quand même dans cette région le massif vosgien, qui est un petit peu une barrière, hein, et qui a freiné un peu le développement de cette région un peu plus enclavée, hein, par rapport à la région de la plaine du Rhin. Deuxième partie maintenant de cette légende, un espace animé par des pôles urbains et structuré par des axes majeurs importants. Donc il faudra localiser les métropoles régionales par un carré rouge, que sont notamment Strasbourg en Alsace, Fribourg en Allemagne ou Bâle en Suisse. On essaiera de localiser aussi des agglomérations un peu plus secondaires, un peu moins importantes, comme Colmar et Mulhouse en Alsace, ou Karlsruhe en Allemagne. Et puis un axe routier important, majeur, hein, reliant les grandes villes le long de la frontière, hein, que sont Strasbourg, Colmar, Mulhouse. Et on retrouve la même singularité, le même point commun en Allemagne, entre Karlsruhe et Fribourg. Donc pendant très longtemps, on avait des axes qui étaient un peu parallèles à la frontière, et notamment ici du fleuve du Rhin. Alors aujourd'hui, maintenant, l'Alsace est devenue un espace de contact, hein, ouvert sur la mégalopole européenne. Donc on a de plus en plus des connexions ferrées et autoroutières transfrontalières entre ces deux lignes, de ces deux communications qui reliaient que les villes, soit allemandes, soit françaises. Aujourd'hui, on a des relations entre Strasbourg et Kiel de l'autre côté de la frontière, entre Colmar et Fribourg. On a un axe fluvial du Rhin fortement aménagé aujourd'hui pour le commerce. On a des projets de transport commun, notamment un aéroport européen Bâle-Mulhouse-Fribourg qui a été construit, hein, qui fait que cet espace est de plus en plus connecté au reste du monde. On a une interface transfrontalière donc aujourd'hui où les coopérations sont multiples et on a des flux migratoires importants puisqu'il y a beaucoup notamment de gens qui habitent en Alsace et qui travaillent de l'autre côté de la frontière, notamment en Suisse ou en Allemagne. Donc, et puis évidemment Strasbourg qui est devenu aussi le centre du pouvoir politique de l'Union européenne. Donc là encore, un point fort de notre espace. Donc si on termine maintenant sur les caractéristiques d'une région transfrontalière, hein, c'est quoi une région transfrontalière? C'est un espace en périphérie du territoire national, un petit peu excentré, hein, par rapport ici en France au centre parisien. C'est un espace aujourd'hui qui a renforcé sa coopération avec les régions de l'autre côté de la frontière, hein. Donc cette politique est d'ailleurs encouragée par l'Union européenne, hein, et cette région transfrontalière, c'est un espace un petit peu interface, donc ouvert, avec des territoires limitrophes étrangers. Donc il y a une ouverture commerciale, hein, avec les territoires voisins. Et c'est un espace de migration, puisqu'on a beaucoup d'emplois transfrontaliers et d'échanges culturels. Il y a beaucoup de gens qui franchissent chaque jour la frontière pour pouvoir aller travailler de l'autre côté, donc chez le voisin étranger. Donc aujourd'hui, on a des régions transfrontalières qui sont ouvertes et non plus refermées sur elles-mêmes, comme autrefois où la frontière était vraiment un petit peu, jouait un peu le rôle de barrière. Voilà, pour tout ce qui concerne ces documents que nous venons de voir, vous pouvez les retrouver sur le diaporama compressé du cours qui se trouve sur le blog, le SAV de la salle 16, et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Au revoir.